écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bienvenue à l'émission Droit et Société sur Télé-École. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial et fascinant pour les adeptes des relations internationales. Le contentieux international et la saisine de la Cour internationale de justice aujourd'hui fait l'objet de notre émission. Et pour parler de ce thème important, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Bamba Diouf, étudiant en deuxième année de master en relations internationales à l'UCAD, précisément à la faculté des sciences juridiques et politiques. M. Diouf, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Nian. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, M. Diouf, la saisine de la Cour internationale de justice. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Cour internationale de justice et le rôle de la Cour internationale de justice dans le système international? Oui, particulièrement avant de revenir sur la présentation de la Cour internationale de justice, permettez-moi de faire un bref rappel, bien sûr, que la Cour internationale de justice est l'héritière de la Cour permanente de justice internationale. De 1914-1918, vous vous rendez compte qu'il y avait la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, à travers le système international, les États ont eu l'occasion d'instituer à travers le traité de Versailles de 1919 la Cour permanente de justice internationale en décembre 2020. Et c'est cette juridiction qui était chargée de régler les différends qui liaient les États, qui avait également une compétence générale et universelle. Mais malheureusement, à travers ce système qui n'a pas très bien marché également aussi avec la création de la Société des Nations, qui tardait à régler les conflits internationaux, les États se sont inspirés en cela et la Deuxième Guerre mondiale de 1939 jusqu'en 1945, qu'il a fallu créer ce que l'on appelle l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation internationale à vocation universelle. Sur ce qu'il a été greffé, bien sûr, la Cour internationale de justice destinée à régler les différents internationaux qui lient les États. Cette juridiction internationale a son siège à La Haye, est composée de 15 juges, donc élus pour un mandat de 9 ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Cette Cour en question a pour rôle, conformément aux principes fondamentaux décrits dans la Charte des Nations Unies, de régler pacifiquement les différends qui lient les États au niveau international. Sa contribution dans le règlement pacifique des différends, qui tire son fondement dans la Charte de l'ONU, également, est basée bien sûr sur le chapitre 6 de la Charte de l'ONU, particulièrement l'article 33 de la Charte de l'ONU. Sur ce, il a été donc édicté ce que l'on appelle les modes alternatifs de règlement des différends, que Marco Sansoulius également donc il appelle comme tel, mais aussi particulièrement la voie judiciaire possible également pour les États de régler les différends. Sur ce, la Cour internationale de justice est une juridiction internationale à vocation générale et universelle pour régler les différends qui lient les États. Les différends qui lient les États. Et quelles sont ses principales fonctions, la Cour internationale de justice? Les principales fonctions de la Cour internationale de justice sont au nombre de 2. Particulièrement, la première fonction, l'on se rend compte qu'il s'agit bien sûr de la voie contentieuse, une fonction contentieuse. La Cour internationale de justice et cette fonction contentieuse tire son fondement dans l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Le statut de la Cour internationale de justice est annexé à la Charte de l'ONU. Et sur ce, à travers l'article 38, il est dit que la Cour internationale de justice est chargée de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis. Sur ce, il faut comprendre ce que c'est qu'un différend international. Le différend international est défini à travers une décision, je dis bien la juridiction, la devancière de la Cour internationale de justice, CPJ, a été définie à travers l'affaire concession Mavromatis, qui a opposé Grèce et la Grande-Bretagne, également en Palestine. À travers cette décision, 1924, il est dit que le différend, ce qu'on appelle différend, il s'agit d'un désaccord entre États sur un point de droit ou de fait, ou également une contradiction, une opposition de thèse ou d'intérêt entre deux personnes. Pour suivre la même logique de ce que l'on appelle le dialogue également des juges, comme l'appelait Bruno Genevois, qui était juge également en France, sur la même continuité de la jurisprudence et la même conception de ce que c'est un différend international, dans l'affaire Cameroun septentrional 1963, le juge a insisté sur la même définition en disant que c'est la condition de la résolution d'une instance devant la Cour. Marco Sansoulius, à travers son ouvrage intitulé Contentieux international, l'a rappelé tout simplement en disant que, fondamentalement, il faut qu'il y ait une prétention et la contestation de la prétention. Donc, un demandeur et un défendeur.
pour les deux parties. Sur ce n'est pas tout la première fonction, il s'agit de la fonction contentieuse. La deuxième fonction, c'est la fonction consultative. La fonction consultative tire son fondement dans le même statut de la Cour internationale de justice, particulièrement dans les articles 65 et 68. Sur pour ce qu'on pourrait entendre, bien sûr, sur la fonction consultative, c'est que, en fait, la Cour internationale de justice, particulièrement à travers l'article 96 de la Charte de l'ONU, paragraphe 1er et 2, on va justement insister sur le paragraphe 1er, l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil de sécurité disposent de la possibilité de saisir la Cour internationale de justice en demande d'avis sur toute question juridique, n'est-ce pas, qui pourrait également donc leur arriver à travers leur activité qu'ils exercent. Sur de la même manière, le paragraphe 2e de l'article 96 de la Charte de l'ONU donne la possibilité aux organes spécialisés qui sont autorisés à le faire de saisir la Cour internationale de justice en demande d'avis. Qu'est-ce que c'est que ces demandes d'avis-là? Ces demandes d'avis consistent également à éclairer, bien sûr, donc une norme qui n'est pas claire, n'est-ce pas? Donc pour justement donner atout à ce que l'on appelle la prévisibilité du droit, parce que la prévisibilité du droit permet la certitude du droit, et la certitude du droit est gage de la sécurité juridique, et ça permet de stabiliser l'ordre juridique international. Ça permet de stabiliser l'ordre juridique international. Effectivement, c'est clair et net. Donc on sait que les principales fonctions de la Cour internationale de justice sont au nombre de 2 et vous les avez citées. Tout à fait. Il me semble que dans le système international, il y a différents cours et tribunaux. Oui. Et il y a aussi la Cour internationale de justice. Absolument. Donc, qu'est-ce qui différencie et qu'est-ce qui distingue la Cour internationale de justice aux autres cours et tribunaux dans le système international? Particulièrement, M. Niang, retenez d'abord que la Cour internationale de justice est compétente pour juger les États. Seuls les États sont justiciables devant la Cour internationale de justice. Si l'on prend également la Cour internationale de justice des autres juridictions, c'est-à-dire que ce soit les cours et tribunaux internationaux, il faut d'abord voir la Cour internationale de justice et la CPI, la Cour permanente et la Cour pénale internationale. La Cour internationale de justice juge les États sur des différents relevant de leur activité ou de leur rapport juridique, alors que la Cour pénale internationale juge les particuliers comme nous sommes, les personnes physiques, alors que la Cour internationale de justice ne peut pas juger des personnes physiques. Sur ce, il faut comprendre que, en ce qui concerne la CPI, les infractions graves découlant des violations des 4 conventions de Genève et les protocoles additionnels de 1977, c'est ce sur quoi la CPI a reçu compétence. Et cette compétence-là également est décrite à travers le statut de la Cour pénale internationale de 1998. Sur ce, la CPI intervient en jugeant des particuliers les autorités, l'exemple de Laurent Gbagbo également en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et que vous vous rendez compte que c'est pas la seule juridiction qui intervient donc en matière pénale. Il y a aussi le tribunal spécial pour le Sierra Leone. Il y avait d'autres juridictions ad hoc comme TPI, comme tribunal international pour le Rwanda, qui étaient créées provisoirement pour régler des questions liées au génocide. Sur ce, il faut comprendre que la Cour internationale de justice n'a pas également à exercer ou bien son rôle, sa juridiction sur des personnes physiques, mais plutôt des États. La Cour internationale de justice se distingue de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, le juge européen sur ce fait application ou interprétation uniformisée du droit communautaire. Et c'est de lui également qui a l'habilité et la compétence donc d'apprécier sa validité. La Cour internationale de justice, de façon générale également, juge les États dans leur rapport, mais à travers les conventions internationales, que ce soit la coutume, que ce soit le traité, entre autres, ou que ce soit également des principes généraux de droit. Alors que là-bas, c'est une juridiction à vocation régionale qui juge également donc les affaires liant les États dans l'espace régional, non seulement et conformément au droit communautaire. La Cour internationale de justice se distingue de la Cour européenne des droits de l'homme sur le simple fait que la Cour de justice, plutôt la Cour européenne des droits de l'homme, tire sa compétence de la vocation, donc plutôt de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour internationale de justice se distingue des tribunaux ou des juridictions nationales du simple fait que les juridictions nationales ne peuvent pas juger des États. C'était arrivé également entre, si je ne me trompe pas, l'affaire des immunités diplomatiques liant l'Italie et l'Allemagne. L'Italie qui voulait également procéder à juger des affaires concernant l'État allemand sur des affaires qui remontent vers les années 1945. C'était impossible. Finalement, il faut se rendre compte qu'également, les juridictions nationales ne peuvent pas juger les États. La Cour internationale de justice, elle seule est compétente pour juger les différents liens des États. Les différents liens entre les États. Donc, de façon ramassée, et pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre,
donc la différence entre la Cour internationale de justice aux cours et tribunaux dans le système international est que la Cour internationale de justice juge les rapports entre les États et ne juge que les États et a une vocation générale et universelle, ce qui n'est pas le cas des autres cours et tribunaux. Et vous avez en tout cas bien expliqué aujourd'hui la compétence des autres cours et tribunaux. C'est assez clair. Alors, Monsieur Diouf, je rappelle que vous êtes étudiant en Master 2 en relations internationales. Effectivement. Et qu'aujourd'hui, nous discutons sur le thème le contentieux international et sur précisément la saisine de la Cour internationale de justice. Et justement, quand il y a un différend entre deux États, quelles sont les conditions nécessaires pour saisir la Cour internationale de justice? Oui, avant tout d'abord, permettez-moi de rappeler que les États, chaque État, au niveau international, tous les États sont égaux. Et chaque État, en son sein, a ce que l'on appelle la plénitude et l'exclusivité des compétences. Ce qui fait que l'État a une souveraineté également nationale qui lui permet d'être à égalité avec tous les autres États sur le plan international. Sur ce, l'État qui accepte la juridiction de la Cour internationale de justice ou sa compétence, cet État-là donne son consentement. N'est-ce pas? Et ce consentement-là en question, ce qui lui permet donc de pouvoir la donner, bien sûr, et tirer bien sûr de cette souveraineté en question. C'est pourquoi on ne peut pas traduire un État devant la Cour internationale de justice si en amont, cet État-là n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. Ce qui fait dire que tout simplement, il y a des conditions qui doivent nous permettre également que l'État en question saisit la Cour internationale de justice ou l'État traduit un autre État devant la Cour internationale de justice. Sur ce, il faut qu'il y ait d'abord accès à la Cour. Il faut que également l'État en question reconnaisse la compétence de la Cour. Et ce consentement dont il est question s'exprime à travers trois façons. Premièrement, qu'il s'agit d'une requête introduite devant la Cour internationale de justice. S'il s'agit d'une requête, c'est qu'à ce niveau, s'il s'agit d'un acte unilatéral qui relève de la souveraineté d'un État. L'État, à travers le rapport, que ça soit donc à travers des obligations internationales qu'il est dit, l'autre État a violé notamment les obligations, ce qu'on appelle les normes primaires et normes secondaires selon Herbert Hatch. S'il y a violation des normes primaires, il y a possibilité pour l'autre État donc de se définir et prendre en compte l'affaire et de saisir la Cour internationale de justice, mais unilatéralement. Mais est-ce que l'État qui saisit unilatéralement la Cour internationale de justice signifie que la Cour internationale a d'office compétence pour exercer sa juridiction? À ce niveau, ça serait abscon, n'est-ce pas, de se ranger sur la question ou bien de se ranger bien sûr sur l'idée. Il faut d'abord donc voir si la Cour internationale de justice est compétente ou pas. Il se pourrait que l'État A saisit la Cour internationale de justice, l'État B a reconnu la Cour internationale de justice mais avec réserve. Sur la question particulièrement qui les lie, sur ce, la Cour internationale de justice ne peut pas exercer sa juridiction. Les différents politiques ne relèvent pas de la compétence de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice n'est compétente que pour les différents juridiques, d'ordre juridique. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt à travers la décision de justice, concession Mavromatis. Si par exemple, les États se sont dit qu'à travers le rapport concernant les obligations qui les lient, à la naissance d'un différend, ils doivent recourir à l'arbitrage. Sur ce, l'État A qui en est conscient, l'État B qui en est conscient, alors à la naissance du différend, ils ont décidé de saisir la Cour internationale de justice. Alors qu'il a été dit donc le recours en arbitrage. Sur ce, la Cour n'aura pas à exercer sa juridiction parce qu'elle ne serait pas compétente. Ce sont les éléments et les limites qui se greffent à travers, n'est-ce pas, la requête. Deuxièmement, mécanisme de saisine, c'est le compromis. Le compromis se réalise lorsque les États n'ont pas en amont fixé ou n'ont pas en amont décidé, lors de leur rapport conventionnel, de décider de la juridiction à saisir à la naissance d'un différend. Ils ont attendu jusqu'à l'existence du différend, qu'ils se regroupent et donc se réunissent, donc et arriver à convenir à décider une juridiction qui serait compétente pour leur permettre également de juger une telle affaire. Le compromis, c'est juste après la naissance du différend. Alors, le contraire de cela, c'est la clause compromissoire. La clause compromissoire pour la Cour internationale de justice est attributive de compétence. À travers la convention qui lie les États, parce que les conventions ou les traités au niveau international, il y a 300 traités qui comportent également 300 clauses compromissoires qui sont également ancrées dans les traités.
La clause compromissoire comporte une disposition juridictionnelle, n'est-ce pas, permettant de montrer ou de préciser pour les États qu'à la naissance du différend, voici la juridiction également, ou bien voilà la procédure contentieuse à suivre. Donc c'est attributif de compétence parce que c'est déjà clarifié, édicté, élaboré dans la Convention, pour permettre aux États que juste après à la naissance du différend, vous n'avez pas à chercher loin. Voilà la juridiction à saisir. Donc c'est très clair. C'était déjà prévu par la Convention. C'était déjà prévu par la Convention. Donc il y a la requête qui relève donc de la souveraineté d'un État unilatéralement. Il y a un deuxième mécanisme qui n'est rien d'autre que le compromis. Le compromis, c'est juste après la naissance du différend, les États vont trouver un accord et saisir une juridiction. Ce peut être bien sûr même recourir en arbitrage, choisir également un juge ad hoc. Troisième élément, c'est la clause compromissoire qui est attributive de compétence à la Cour. Parce que tout simplement, ils se sont rendus compte que dès l'instant qu'ils négociaient la Convention, ils l'ont déjà édictée. Il y a un mécanisme qui naît de la pratique internationale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet, je dirais, donc d'invitation aux autres États qui ne sont même pas membres de l'ONU, mais qui n'ont pas reconnu aussi la compétence de la Cour internationale de justice. Ce mécanisme ou cette pratique relève du simple fait qu'on appelle en latin from prorogatum. From prorogatum signifie que l'État A a saisi la Cour internationale de justice, l'État B ne l'a jamais reconnu. Mais par le biais des mémoires, des échanges mémoire contre mémoire, l'autre État a coopéré. Le fait que l'autre État B a coopéré signifie que tout simplement, l'État B ne l'avait pas reconnu donc en amont expressément, mais à travers le rapport, on peut comprendre qu'il s'agit bien sûr d'une reconnaissance tacite. De façon empirique, l'État B a coopéré. Donc cette coopération voudrait tout simplement reconnaissance de la Cour, de la compétence de la Cour internationale de justice. C'est arrivé le juge l'a dit à travers deux décisions de justice, Salvador contre Honduras, en 1992. Le juge a dit, ma compétence présuppose le consentement des parties. Le juge l'a rappelé aussi dans l'affaire Inde contre Pakistan, que adhérer aux Nations Unies ne signifie pas reconnaître la compétence de la Cour. Voilà en grosso modo ce qu'on pourrait dire sur les mécanismes et les conditions de saisine de la Cour internationale de justice. Et il y a beaucoup à dire sur les mécanismes de saisine de la Cour internationale de justice. Et il faut dire que la saisine de la Cour internationale de justice obéit en tout cas à des règles complexes qu'il faut maîtriser sur la scène internationale pour pouvoir en tout cas exister. Alors merci pour ces éclaircissements. Tout à l'heure, dans vos propos préliminaires, vous disiez qu'il y a deux compétences principales pour la Cour internationale de justice. Tout à fait. Donc la compétence consultative et la compétence contentieuse. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux compétences-là et ce qui les différencie concrètement? Effectivement. D'accord. La compétence contentieuse et la compétence consultative devant la Cour internationale de justice, qui constituent les deux fonctions attributives à la Cour internationale de justice, sont distinctes. Comment? Et pourquoi elles sont distinctes? Sur un élément très simple. La Cour internationale de justice est saisie par qui? Par les États, je l'ai dit tout à l'heure. Sur quoi? À travers un différend international né des rapports entre les États. Sur ce, il faut comprendre que lorsque les États arrivent à saisir la Cour internationale de justice, la Cour est appelée également à rendre une décision de justice. Et cette décision-là qui est rendue est une décision obligatoire. Article 94 de la Charte de l'ONU. Obligatoire. J'insiste sur le caractère obligatoire pour marquer la distinction. Dans le cadre de la saisine, il s'agit des États qui l'ont saisi par la voie contentieuse. Dans le cadre de la voie contentieuse, il s'agit de l'ONU, au niveau des organes de l'ONU bien sûr, ou institutions spécialisées, décrites à travers l'article 96 de la Charte de l'ONU, paragraphe 1er et paragraphe 2, qui doit permettre à la Cour, et plutôt à ses organes, de faire adresser une demande en avis consultatif à la Cour internationale de justice sur une question juridique qui leur interpelle. Sur ce, lequel avis rendu par la Cour internationale de justice n'est pas également ou n'a pas de caractère obligatoire. Alors que j'ai insisté sur la voie contentieuse en disant que la décision de justice rendue par la Cour internationale de justice est d'office considérée comme une décision obligatoire. L'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice par la voie contentieuse, à laquelle également il s'agissait de la saisine des organes de l'ONU ou institutions spécialisées, n'est pas obligatoire. Il appartiendra bien sûr à ces organes ou institutions spécialisées qui ont réalisé la demande, donc de décider également du caractère à attribuer bien sûr à un tel avis.
Donc là, c'est obligatoire, là n'est pas obligatoire. Ce sont les États qui l'ont saisi, là, ce sont des organes de l'ONU. Ah, c'est parfait, c'est clair. Imaginons maintenant que le Sénégal a un différend. Aujourd'hui, on va aller plus loin. L'Allemagne a un différend avec la Turquie. Lequel différend doit atterrir sur la table du juge de la Cour internationale de justice. Quelles doivent être les différentes étapes à suivre? La procédure. La procédure. Particulièrement. À ce niveau, il faut comprendre que dans le cadre donc de l'aspect procédural, il y a deux étapes. La première étape, c'est la saisine. La saisine, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il faut le consentement de l'État. À travers tout ce qu'on a évacué tout à l'heure concernant les mécanismes, les conditions particulièrement. La Cour est saisie, mais adressée également, il s'agit de l'État A qui l'a saisi. L'État c'est également l'Allemagne, qui a saisi la Cour internationale de justice, a eu l'occasion donc d'adresser une requête. Cette lettre-là est envoyée au greffier de la Cour internationale de justice. À ce niveau-là, il y a l'ouverture de l'instance en attendant que l'État B également, qui est la Turquie, répond à une telle interpellation. Donc, il y a une prétention, il y a contestation de la prétention. Sur ce, la Cour internationale de justice va commencer à exercer sa juridiction. Maintenant, à travers donc la lettre particulièrement, il est défini, il est également mentionné le titre de compétence, mais au-delà du titre de compétence, en spécifiant les grandes lignes à suivre concernant l'objet du litige. L'objet du litige également est protégé particulièrement par l'article 40, paragraphe 1er du statut de la Cour, mais aussi l'article 38, paragraphe 1 et 3, n'est-ce pas, du règlement de la Cour. Sur ce, il faut comprendre que lorsque l'objet est déjà, ou bien lorsque un litige également est introduit ou un différend est introduit devant la Cour internationale de justice, l'objet ne pourrait plus également être modifié. La sacralisation de l'objet du litige, la protection de l'objet du litige tire son fondement sur l'article 40, paragraphe 1er, comme je l'ai dit tantôt, et l'article 38, paragraphe 1 et 3 du règlement de la Cour. Donc c'est ça, la première idée à comprendre qu'il faut fondamentalement qu'il y ait saisine de la Cour. Deuxième étape, c'est l'étape également écrite et orale, la phase écrite orale. La phase écrite et orale, ce qu'il faut retenir par là, c'est que ça soit sur le fond, que ça soit sur le préliminaire, ou que ça soit sur l'incident de procédure pour permettre aux États de jouer au dilatoire, c'est le droit certainement, mais à ce niveau, il faut retenir que sur toute la procédure, ça pourrait se passer également en procédure orale et écrite. Maintenant, il faut qu'il y ait une communication à juge. La procédure écrite renvoie à une communication à juge et à partie donc de mémoire contre mémoire. En droit international, on parle de mémoire. Les États également au niveau international choisissent des avocats, peut-être on peut les appeler des avocats, mais qui sont des experts en droit international. Par exemple, les diplomates. Très bien, non, pas des diplomates. Ce sont également les juristes de renom. C'est peut-être bien sûr des professeurs de droit. Comme l'exemple du professeur camerounais Maurice Kamto, qui a eu l'occasion de participer aux élections camerounaises vers 2018. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par là, ces avocats-là vont faire des mémoires et contre-mémoires en représentation des États. En droit privé, en interne, on parle de conclusion d'avocat. En droit administratif, en interne, on parle de moyens. Mais en droit international, on parle de mémoire et contre-mémoire. Ils vont faire des échanges. Et à travers ces échanges, donc ça se réalise à travers une communication écrite. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est donc saisine, phase orale, phase écrite. Troisièmement, ou bien je le dis tout simplement, c'est donc la décision proprement dite. La Cour internationale de justice va rendre une décision. Et il s'agira bien sûr d'une décision motivée. Et je rappelle que vous êtes toujours sur votre chaîne éducative Télé École, la première télé 100% éducation en Afrique et au Sénégal, et que vous êtes toujours sur votre émission Droit et Société, votre émission préférée. Aujourd'hui, nous discutons sur le thème du contentieux international et plus précisément la saisine de la Cour internationale de justice. Alors, M. Diouf, est-ce que tout différend peut être porté devant la Cour internationale de justice? Autrement, y a-t-il des compétences quant à la limite de la Cour internationale de justice? Oui, M. Niang, tout différend ne peut pas faire l'objet de saisine devant la Cour. D'abord, il faut préciser que ce sont seuls les États qui sont admissibles devant la Cour internationale de justice. Mais lequel différend est porté devant la Cour internationale de justice? C'est pourquoi ma définition, tout au début, est importante. C'est justement la définition du différend que j'ai donné dans l'affaire concession Mavromatis. Seul
les différends juridiques sont portés devant la Cour internationale de justice. D'ailleurs, même l'article 38, il est dit à travers l'article 38 que la Cour internationale de justice est chargée de régler les différends. J'ai pas dit tout simplement les différends politiques, mais les différends juridiques qui sont soumis également à sa juridiction. Sur ce, il faut comprendre que ce sont seulement les différents juridiques qui peuvent faire l'objet de saisine devant la Cour internationale de justice. Les différents politiques sont écartés. Parce que les différents politiques qui lient les États, c'est des questions très sensibles au niveau international. Étant d'ailleurs même parfois, les États ne veulent pas saisir la Cour sur des différents politiques. Pourquoi? Parce que ce que l'on entend par différents politiques, c'est que l'autre invoque le droit, l'autre donc nie le droit. Ne s'intéresse pas au droit, mais c'est plutôt d'autres aspirations qu'ils vont utiliser. Et c'est à ce niveau, lorsqu'il s'agit bien sûr donc des questions liées donc à comment dirais-je, au tracé des frontières, entre autres, parfois les États négligent cela et ne veulent pas saisir la Cour. C'est pourquoi, vers les années 50, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de différents politiques, parce qu'on était dans un monde bipolaire. Souvenez-vous, en histoire, donc entre les États-Unis d'Amérique et donc l'URSS, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Il y avait tous les États qui étaient au niveau du bloc de l'Est refusés lorsqu'ils ont été également, lorsque les autres États du bloc de l'Ouest saisissaient la Cour internationale de justice sur ces questions-là, ou des questions qui sont nées de leur rapport, les États du bloc de l'Est refusaient de répondre pour des aspirations politiques. Vous vous rendez compte que donc les questions politiques étaient très sensibles, de sorte que la Cour internationale de justice refusait donc de s'y mêler. Mais toutefois, il faut retenir que la Cour internationale de justice n'est pas saisie donc sur un différend politique, mais la politique ne peut pas être écartée donc du différend. Donc la politique est dans le différend. Mais sur ce, la Cour internationale de justice, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est qu'elle va tout simplement voir ce qui est juridique dans la politique pour pouvoir trancher. Parce que la Cour n'est là que pour dire le droit. N'est là que pour atteindre l'idéal qui n'est rien d'autre que la justice. Pour stabiliser les rapports, mais stabiliser particulièrement l'ordre juridique international. Sur un problème quelconque liant deux États, on va prendre l'hypothèse suivante. La Cour internationale de justice, après avoir été, contactée par les États, saisie par les États, a en tout cas suivi toute la procédure nécessaire, la Cour internationale de justice doit dire le droit. Tout à fait. Et la Cour internationale de justice dit le droit. À ce niveau-là, comment les décisions de la Cour internationale de justice vont être mises en œuvre? Et aujourd'hui, quelles sont les implications de ces décisions-là? Tout à fait. Merci pour la question. C'est une question très importante, mais préoccupante aussi. Sur le simple fait que la Cour rend sa décision, lorsque la Cour arrive à rendre sa décision, l'article 94 de la Charte de l'ONU prévoit que la décision de la Cour est obligatoire. Donc, d'office, la décision est obligatoire. Mais ce qui est obligatoire n'est pas forcément exécutoire. Pourquoi n'est pas forcément exécutoire? Parce qu'il appartient aux États de leur souveraineté de décider également donc de la mise en œuvre de la décision rendue. C'est la souveraineté qui constitue bien sûr, qui ankylose la décision rendue. Et parce que tout simplement les États sont toujours jaloux, plus jaloux que de protéger, donc de leur souveraineté, que de protéger l'autorité du droit. Malheureusement, c'est ce qui affecte le système international. Lorsqu'une décision de justice est rendue, et ce qui doit pacifier également, doit contribuer à la pacification des libertés au niveau international, c'est que normalement, la Cour est saisie pour se prononcer. Normalement, lorsque la Cour s'est prononcée, laquelle décision née des rapports doit être exécutée. Mais les États parfois refusent à exécuter la décision. Donc c'est une difficile mise en œuvre. Mais la Cour peut leur inviter également de rappel à ce que l'on appelle la bonne foi. Pacta sunt servanda, article 26 de la Charte de l'ONU. Pacta sunt servanda, c'est-à-dire que les États doivent veiller et procéder à l'application du droit international ou à respecter leurs obligations. C'est eux qui ont consenti à ratifier un traité. Et en l'occasion de consentir à cela, lorsqu'il s'agit donc de la saisine de la Cour internationale de justice qu'il y a violation, ils ont consenti à saisir la Cour internationale de justice et ils doivent aussi consentir à exécuter une telle décision. Mais malheureusement, l'exécution est lacunaire. Et je vous rappelle que à la naissance de la Cour internationale de justice, 1946, la Cour est saisie par l'Albanie et le Royaume-Uni
1949, l'affaire du détroit de Corfou. La décision a été rendue en 1949, exécutée en réparation, je dis bien, en 1992. Combien d'années? Donc, pour ainsi dire que les États utilisent leur souveraineté pour ne pas exécuter. L'affaire liant Burkina Faso et le Cameroun, 2002, 2006, laquelle décision a été exécutée, imaginez 4 ans de différence. Donc, ça pose problème. Ça pose problème. Et les États invoquent, je dis bien, encore jaloux de leur souveraineté internationale, que de protéger l'autorité du droit, ce qui affecte le système international. Et à ce niveau, quels sont les défis auxquels la Cour internationale de justice est confrontée? Les défis sont nombreux. Et aujourd'hui, lequel défi que je vais encore répéter ou invoquer, va m'obliger encore de me répéter. C'est d'abord la souveraineté qui paralyse des États, qui paralyse le système. L'exécution lacunaire des décisions de justice, la coexistence d'autres juridictions qui aujourd'hui nous permet de faire un rappel, justement, ce qu'on appelle la fragmentation de l'ordre juridique international. Il y a beaucoup de juridictions internationales qui coexistent également avec la Cour internationale de justice et qui peuvent être compétentes pour juger certaines affaires. Et à ce niveau-là, il se pourrait qu'il y ait donc des conflits de compétences et des conflits d'interprétation. Et cela affecte le système international. Ça fait partie des défis. Un autre défi majeur, je l'invoque, c'est l'enchevêtrement des textes. Lorsqu'il y a prolifération des textes qui sont nombreux bien sûr, ça pourrait être source de confusion devant le juge. C'est pourquoi, comme le disait Charles de Vichère, le législateur en rédigeant, il doit éviter de le faire avec une main tremblante. La prévisibilité donc du droit, l'intelligibilité du droit, la clarté du droit, la lisibilité du droit. Au-delà même de ces aspects, il faut préciser que la Cour internationale de justice, l'un des défis majeurs, c'est que la Cour, pour contraster un peu la souveraineté des États, devrait avoir un pouvoir d'autosaisine. Mais malheureusement, la Cour internationale de justice n'a pas de pouvoir d'autosaisine. Elle est saisie par consentement par les États, invocation de la souveraineté. La décision de justice rendue par la Cour internationale de justice, par l'exécution, il en dépendra de la souveraineté des États. Et c'est pourquoi l'article 94, paragraphe 4 de la Charte de l'ONU prévoit la possibilité qu'à l'issue d'une décision de justice rendue par la Cour, n'est-ce pas, de se joindre au Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité utilise la force, je dis bien, utilise la force pour l'exécution de la dite décision. Mais imaginez, à l'origine, si on s'interroge là-dessus, le règlement pacifique des différends, qui a permis l'institution de la Cour internationale de justice en 1946 et qui a permis bien sûr aux États de tirer des leçons sur les crises mondiales à travers la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la Première Guerre mondiale. Et la défaillance de la première juridiction ou bien les autres organisations internationales qui existaient, la SDN particulièrement, je veux nommer la SDN, et qui n'arrivaient pas à régler les problèmes mondiaux. Alors, sur ce, tirant de ces leçons, 1946, création de la Cour internationale de justice, destinée à régler pacifiquement les différends, que la Cour a eu l'occasion de la rappeler, bien sûr, en premier lieu en 1949 à travers la décision que je venais de dire tout à l'heure, Corfou, détroit de Corfou 49, opposant l'Albanie et le Royaume-Uni. Le juge dit, il n'y a pas de place pour la contrainte dans les relations internationales. Il n'y a pas de place pour la contrainte dans les relations internationales. Alors, qu'en est-il par rapport à une décision de la Cour rendue? La Cour rend sa décision pour contribuer pacifiquement plutôt au règlement des différends entre les États. Pour qui, à l'issue de la décision rendue, permettrait au Conseil de sécurité, conformément à l'article 94, d'utiliser la force pour l'exécution de la dite décision. Mais ça poserait problème. On veut tout simplement la paix, on veut stabiliser les rapports et se retrouver avec une force armée. Mais ça pose problème. Donc c'est pourquoi cette disposition de l'article de la Charte de l'ONU, l'article 94, paragraphe 4, certes, des États ont eu l'occasion de saisir le Conseil de sécurité pour l'exécution d'une décision, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. C'est pourquoi le système international est paralysé, je dis bien gravement, foncièrement, par l'usage abusif de la souveraineté internationale. L'usage abusif de la souveraineté internationale, il me semble que ce sera un problème assez difficile à régler. Tout à fait. Puisque les États sont souverains et personne ne peut toucher et ne veut toucher à la souveraineté des États au risque de
créer une nouvelle guerre. Tout le temps. Alors, Monsieur Diouf, peut-être une dernière question, parce que le temps qui nous est imparti arrive un peu à sa fin. Tout à fait. Comment, là c'est une question de perspective, Mhm. comment voyez-vous l'évolution de la Cour internationale de justice dans le contexte des défis mondiaux croissants, surtout avec tous les problèmes que vous venez d'énumérer? Et il n'y a pas d'autres possibilités. Oui. Parce que la scène internationale est ainsi faite. Ouais. Et il faut essayer toujours de pacifier cette scène internationale. Oui. C'est le rappel. Il n'y a pas de société sans droit. Il n'y a pas de droit sans société. Le système international existe. La communauté internationale existe. Mais la Cour internationale de justice existe pour régler les différends qui opposent les États. Et c'est une juridiction permanente, institutionnalisée, bien sûr. Sur ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne peut pas y avoir une juridiction qui doit régler les États, comment les différends qui opposent les États. Mais le problème, c'est qu'au niveau international, il n'y a pas de pouvoir exécutif mondial, il n'y a pas de pouvoir législatif mondial. Il n'y a que des États qui décident de se consentir, donc, sur leurs rapports, comment les établir, comment les faire, comment les réaliser, bien sûr. Sur ce, difficilement, la Cour internationale de justice va exister et va continuer d'exister. Parce que, donc, si la Cour internationale de justice demeure avec l'usage abusif de la souveraineté par les États, ça continue davantage à poser problème. Mais ce qui pourrait faciliter l'avenir de la Cour, pour ma part, et par simple observation, c'est que si la Cour arriverait un jour à être dotée de ce qu'on appelle d'un pouvoir d'autosaisine, ça pourrait permettre également à la Cour de s'autosaisir sur toutes les questions, sur toutes les violations donc des obligations internationales qui lient les États. Parce qu'il faut, je le rappelle, la Cour internationale de justice a contribué à amorcer, je dis bien, peut-être des crises potentielles mais aussi réelles. Je vous le rappelle, 1973, sur une affaire également relative au procès des prisonniers pakistanais liant l'Inde et le Pakistan, la Cour internationale de justice a invité ces États-là, à l'issue des décisions, ce qu'on appelle les mesures conservatoires qui ont été prises d'urgence, le Pakistan avait saisi à nouveau la Cour pour que la Cour sursoie ces mesures conservatoires pour continuer à négocier avec l'Inde pour récupérer le Bangladesh. Donc, la Cour leur a facilité la tâche pour leur permettre d'arriver à un règlement amiable des litiges. Donc, c'est une contribution phare. La Cour, sur cette même lancée, dans l'affaire liant, si je ne me trompe pas, Grand Belt, Finlande et Danemark, la Cour a invité ces États, n'est-ce pas, à s'entendre entre eux. C'est comme si, par exemple, la Cour leur a réalisé ce qu'on appelle une conciliation. Les regrouper autour d'une table et discuter avec eux. Et c'est à ce niveau-là que ces États-là ont décidé donc de désister de la dite saisine, que l'affaire est radiée du rôle de la Cour. Parallèlement, dans l'affaire Terre des phosphates à Nauru, opposant Nauru et Australie, la Cour internationale de justice est arrivée à un règlement amiable des litiges pour amorcer les tensions. Il y a certainement, parce que le juge s'est rendu compte que s'il arrive à rendre une décision au fond, ça ne ferait que qu'envenimer les rapports entre les États. C'est arrivé en 1990 dans l'affaire Rainbow Warrior. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui s'est déplacé lui-même et s'est rendu sur les lieux pour inviter les États donc à s'entendre. Sur ce, il faut comprendre que la Cour internationale de justice, aujourd'hui, à travers son office, effectue quelque chose qui est une marque évolutive dans les relations internationales, un transport probatoire. Dans l'affaire Costa Rica également, opposant Costa Rica et Nicaragua, la Cour internationale de justice en 2015 a eu l'occasion de se descendre sur les lieux ou de se déplacer sur les lieux pour voir est-ce que la construction d'un pont, n'est-ce pas, sur l'espace maritime, portait atteinte à la souveraineté d'un État. Donc là, il faut comprendre que le déplacement là en question, qui est un transport probatoire, contribue au développement du droit international, malgré les contraintes, malgré les enjeux, malgré les difficultés. Et sur ce, c'est dans le but de contribuer au développement du droit international. Et aujourd'hui, il y a un principe utilisé au niveau international qu'on appelle la sécurité juridique. Le juge cherche la sécurité juridique pour stabiliser les rapports entre les États, invitant les États à stabiliser les rapports, invitant les États à faire en sorte que cette Cour internationale de justice cherche plus ce que l'on appelle la confiance légitime. S'il y a la confiance légitime, les États, donc, ne s'arrêtent de saisir la Cour internationale de justice. C'est passé également chez nous. Lorsque le juge a été saisi dans l'affaire Mambéignan, normalement, ça devrait être, la diffamation, c'était 6 mois. Le juge également l'a rendu à 2 mois, ce qui signifie que tout simplement, le juge a rendu une décision contribuant à stabiliser les rapports entre les
les particuliers que nous sommes. C'était dans le but de contribuer, n'est-ce pas, à la pacification des libertés. Et c'est ça qu'on appelle la philosophie du droit. Charles Carbonnier l'a écrit à travers son ouvrage intitulé Flexible droit. Le droit qui s'adapte. C'est parce qu'il s'agit d'un besoin animal. Donc sur ce, je pense que c'est la dernière question et je vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions, M. John, pour votre présence et pour vos éclaircissements précieux sur le contentieux international. Ces informations qui nous a fournies dans cette émission sont essentielles pour tous ceux-là qui s'intéressent à la saisine de la Cour internationale de justice. Alors, M. Diouf, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de Télé-École, aux téléspectateurs? Oui, si j'ai un dernier mot à vous dire, c'est vous souhaiter justement une bonne continuation, parce que c'est très important d'inviter des jeunes étudiants à s'exprimer, parce que très souvent, on ne nous donne pas l'occasion. On aimerait quand même, à travers le développement de la science, donc contribuer au développement de notre pays, n'est-ce pas? En cela, les invitations sur les plateaux télévision, moi je pense bien que c'est mieux que de s'attarder sur des questions qui ne nous permettent pas, bien sûr, donc d'avancer. Sur ce, donc, vous êtes en train de faire quelque chose de très important, et ça, je vous apprécie. Et je vous souhaite également donc de continuer davantage sur cette même lancée. Bonne continuation à vous, monsieur. Je suis très content. Merci à vous, monsieur Diouf. Merci à vous également, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la première chaîne télévision éducative. Restez avec nous sur Télé-École pour d'autres émissions éducatives et informatives. À la prochaine pour un nouvel épisode de Droit et Société sur Télé-École. D'ici là, restez connectés sur votre première chaîne éducative. L'éducation continue, l'information continue. À la prochaine. Des Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.